La Turquie, une nation de plus de 80 millions d'habitants, est considérée comme l'une des démocraties islamiques les plus ouvertes et les plus modernes au monde. Pendant 2 décennies, elle fut aussi présentée comme un modèle de croissance économique. On est censé prononcer depuis peu le nom officiel du pays, Türkiye. Entre 1999 et 2019, son économie s'est développée de 5% par an en moyenne. Une croissance que le gouvernement a accompagnée avec un vaste plan de modernisation d'infrastructures routières et aéroportuaires. Historiquement, Constantinople était le point de rencontre entre l'Occident, la Russie, le Moyen-Orient et l'Asie centrale. À présent, l'économie s'industrialise, le pays se positionne comme une destination touristique à la mode et Istanbul devient une plateforme financière importante. Par ailleurs, la Turquie est un membre respecté de la communauté internationale. Elle fut invitée à rejoindre l'OTAN et l'OCDE et depuis 1995, elle peut également compter sur un accord douanier avec l'Union européenne pour avoir un accès préférentiel au marché commun européen. Du coup, il n'est pas inhabituel de trouver des titres comme celui-ci. La Turquie, un modèle de success story pour l'économie mondiale. Mais ça, c'était avant. Le boom économique qui a permis à des millions de Turcs d'intégrer la classe moyenne est en train de faiblir. Le pays est à présent confronté à une crise monétaire très sévère. Rien qu'en 2021, la livre turque a perdu 50% de sa valeur par rapport au dollar. Un cauchemar qui met en péril tous les progrès réalisés par le pays depuis 1999. Alors comment ça s'explique? La situation est assez extraordinaire. Ce n'est pas seulement le résultat d'un gouvernement qui pousse sa banque centrale à faire tourner la planche à billets pour financer ses dépenses publiques. C'est une stratégie délibérée et intégrale. Une débâcle monétaire. Sur la seule année 2021, la livre turque a perdu 50% de sa valeur par rapport au dollar. Et ce n'est pas un trou d'air. Depuis 2014, année du début de la présidence de Recep Tayyip Erdogan, la livre turque s'est dépréciée de près de 90%. Alors quelles conséquences pour l'économie turque? La première, c'est une inflation record. Les stats officiels indiquent un taux inflationniste d'environ 20%, mais d'autres organisations penchent autour de 60%. Ça s'est répercuté sur les trains de vie de nombreux foyers, notamment concernant l'achat de produits de base tels que la viande ou même le pain. Pareil pour les produits importés comme les médicaments. Deuxième conséquence de cette dépréciation de la livre turque, c'est que les épargnants troquent la livre contre le dollar ou l'or. Quelques-uns se sont essayés à la crypto, mais le phénomène reste malgré tout marginal. Autant vous dire que ça ne fait qu'enfoncer la confiance en la devise nationale en accélérant sa dévaluation. Les réserves de devises du pays sont aussi affectées. À terme, le gouvernement pourrait être forcé d'imposer un contrôle strict des capitaux. La dernière conséquence notable de l'effondrement de la livre, c'est la fuite massive de capitaux étrangers. Les obligations d'État et les actions détenues par les investisseurs étrangers ont chuté de plus de 70% ces dernières années. Alors pour freiner le délitement de son économie, la Banque centrale est intervenue à plusieurs reprises en vendant des devises étrangères, en tapant dans les réserves nettes du pays qui sont à présent épuisées. La situation risque d'empirer davantage. Une question de foi. On va voir si vous repérez un élément étrange du graphique suivant. Alors que l'inflation monte en flèche, la livre s'effondre. La Banque centrale turque baisse ses taux d'intérêt. Et c'est visiblement la stratégie du gouvernement et c'est le contraire de ce qui est préconisé dans ce genre de situation. Pour freiner l'inflation, ralentir l'afflux des capitaux et décélérer la dévaluation de la livre face au dollar, ce qui rend plus difficile le remboursement des dettes contractées en devises étrangères, généralement, les banques centrales augmentent les taux d'intérêt. Alors comment expliquer cette stratégie économique de la part du gouvernement turc? Pour le coup, elle a rapidement été conceptualisée, les erdoganomiques. C'est l'ingrédient magique pour comprendre la crise monétaire turque. Le président turc est convaincu que si la banque centrale baisse ses taux d'intérêt, ça entraînera une baisse de l'inflation. Voici le processus tel qu'il imagine. Des taux d'intérêt plus bas encouragent l'investissement. L'investissement augmente mécaniquement la production qui, à son tour, fait baisser les prix, stimulant ainsi les exportations qui remplissent les caisses de l'État. En somme, pour Erdogan, baisser les taux d'intérêt revient à subventionner l'investissement. Qu'importe ce qu'il adviendra des chaînes d'approvisionnement, du prix des matières premières, des IDE ou du pouvoir d'achat des ménages.
Ce que nous appelons les taux de change augmentent aujourd'hui et baissent demain. Ce que nous appelons l'inflation augmente aujourd'hui et diminue demain. Seule la production et l'emploi sont permanents. Recep Tayyip Erdogan, président de la Turquie. Voilà donc la raison qui a poussé la Banque centrale turque, sous l'impulsion d'Erdogan, à baisser les taux d'intérêt tout au long de son mandat et particulièrement au cours de l'année dernière. L'objectif, fixer les taux d'intérêt à 0 d'ici les prochaines présidentielles en 2023. Erdogan est convaincu du bien fondé de son plan et a déjà procédé au licenciement de 5 dirigeants de la Banque centrale qui s'opposaient à cette idée. Il ne comprend rien à l'économie et son entourage non plus. Il est sur une autre planète, dans un autre univers. Ahmet Davutoglu, ancien Premier ministre de Turquie. Alors d'où Erdogan tire-t-il l'idée que plus faibles sont les taux d'intérêt, meilleurs seront les résultats? En fait, il s'agit d'une idéologie économique qui a émergé à la fin du XXe siècle, l'économie islamique. Selon cette théorie, les taux d'intérêt seraient à l'origine de l'inefficacité du modèle capitaliste actuel. Perso, j'ai rien contre la croyance en tant que telle, mais le mélange islamo-économique, ça me paraît un peu fumeux. L'économie islamique. Tout d'abord, le Coran condamne fermement le riba, le fait de prêter de l'oseille pour s'enrichir in fine. C'est pourquoi la charia considère que l'argent est un simple instrument d'échange et ne doit pas être utilisé pour générer du profit. Le fait même de fixer un taux d'intérêt est contraire à la loi islamique. Bien que le Coran condamne l'usure, il ne la définit pas clairement, si bien que par le passé, de nombreux juristes islamiques ont fait la distinction entre les prêts d'argent excessivement lucratifs et ceux avec des taux d'intérêt raisonnables. D'où l'émergence de fondations monétaires au sein de l'Empire ottoman. Ces organismes proposaient des crédits contre un intérêt avant de devenir de véritables institutions bancaires à l'échelle du monde musulman. C'est durant la seconde moitié du XXe siècle qu'est apparue la théorie de l'économie islamique. Influencée par le marxisme, c'est une interprétation extrême du riba, de l'usure. Il n'est pas uniquement question de moralité. Cette théorie économique soutient que les taux d'intérêt mènent à plus d'inflation, plus de pauvreté et un ralentissement de la croissance économique. Erdogan a publiquement affirmé son soutien à cette conceptualisation des marchés. Il y a un nas, un décret coranique sur cette question. Alors, qui sommes-nous pour s'y opposer? Recep Tayyip Erdogan, président de la Turquie. Il présente son programme politique comme une obligation religieuse auquel tout bon musulman doit se plier. Un régime théocratique à la tête de toutes les grandes institutions du pays, y compris de la Banque centrale, mais aussi des universités et de la grande majorité des médias d'information. Un président lunatique à bien des égards et qui s'obstine dans une voie sans issue. Voici une nouvelle qui date de décembre 2021. Le ministre turc des Finances démissionne au milieu de la chute de la livre. Lufti Elvan démissionne, remplacé par Nureddin Nebati, un loyaliste d'Erdogan. Lufti Elvan, qui était considéré comme la dernière voix de l'orthodoxie économique dans le cabinet du dirigeant turc, a demandé à être relevé de ses fonctions. Voici la prochaine résolution du président. Erdogan annonce la préparation d'une nouvelle constitution turque en 2022. Ça va pas arranger le risque pays attribué par les agences de notation. Alors il y a encore des optimistes qui pensent que la situation va se stabiliser dès lors qu'il y aura un changement de régime. Voici d'ailleurs ce qu'en pense la BBVA. La banque BBVA lance une OPA de 2,25 milliards d'euros sur sa filiale Garantie, dont elle détenait près de la moitié du capital. Il est fort à parier que le choix d'une ligne économique islamique soit en réalité un emballage idéologique visant à dépister les classes moyennes, justement les plus impactées par cette crise. Ces mêmes classes moyennes qui sont très en faveur de l'AKP, le parti de la justice et du développement dont Erdogan est issu. En refusant de monter les taux d'intérêt et en vue des prochaines élections, Erdogan souhaite éviter des mesures impopulaires s'apparentant à un régime d'austérité tout en invoquant un argumentaire religieux. Mais ce faisant, plutôt que d'éviter une crise, il précipite l'effondrement de l'économie turque. Alors face à tous ces éléments, je fais appel à votre contribution. Est-ce que vous pensez que la Turquie parviendra à s'extraire de cette crise monétaire? Bon moment ou pas pour investir en Turquie? Si le contenu vous plaît et que vous souhaitez être informé de la sortie des prochaines vidéos, je vous invite à nous suivre sur Instagram ou à rejoindre notre page LinkedIn. Aussi, si vous avez un ou une pote qui s'intéresse à ces questions-là, n'hésitez pas à lui faire tourner ces vidéos, ça nous aide beaucoup. Comme d'hab, merci pour votre soutien et à la prochaine.